à tous et les personnes qui viennent de nous rejoindre et bienvenue donc à Dominique Herix de Testa RH qui va nous parler d'un workshop aujourd'hui. Le thème de son workshop, c'est sortir du lot et faire le point sur ses compétences. Bonjour Dominique, vous allez bien? Bonjour, très bien, merci. J'espère que tout le monde va bien aussi, que tout le monde va bien au point de vue de la santé également. Donc, comme dirait une expression belge que vous appréciez, c'est « je vous laisse le crachoir ». Oui, exactement. Je prends le crachoir. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est-à-dire que je vais faut tenir en haleine et tenir le discours, donc le crachoir, comme j'avais expliqué précédemment. Voilà, maintenant c'est dit, je suis d'origine belge, mais j'habite au Grand-Duché de Luxembourg depuis maintenant 25 ans, parce qu'ici, l'entrepreneuriat est quand même plus facile qu'en Belgique et voire même qu'en France, pour toutes sortes de raisons, notamment fiscales, mais ce n'est pas la seule, il y a une qualité de vie. Mais enfin, ça, ce n'est pas trop l'objet de notre discussion. Pourquoi est-ce que moi, je me suis proposé d'intervenir ici dans ce workshop? Eh bien, c'est parce que j'ai une expérience quand même de 25 ans dans les ressources humaines. Mon occupation, dont je suis indépendant ou auto-entrepreneur si vous préférez. J'ai travaillé pendant un certain temps dans des entreprises privées au département des ressources humaines. J'ai une formation dans les ressources humaines. Les ressources humaines en entreprise, c'est un peu trop étroit, donc il fallait que je puisse avoir un terrain de jeu beaucoup plus grand, donc je suis passé entrepreneur. Ça, c'est une longue histoire que je n'expliquerai pas maintenant. De ce fait-là, donc, j'ai poursuivi mes activités en auto-entrepreneur dans le recrutement et sélection de personnes pour mes clients, cabinet de recrutement si vous préférez. Et puis, je me suis aperçu rapidement qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient finalement très mal orientés dans leur métier et qu'à cause de cela, ça leur posait des problèmes pour pouvoir s'orienter, pour pouvoir même décrocher des emplois. Car quand on est du côté du recruteur, on repère très facilement les personnes qui sont bien orientées et celles qui sont malheureusement mal orientées. Donc, ça les dessert complètement. Du coup, j'ai développé une activité qui s'adresse plutôt aux particuliers, une activité de bilan de compétences et une activité d'orientation scolaire et professionnelle, parce que je me suis dit à un moment donné qu'il fallait que l'orientation se fasse dès le plus jeune âge, c'est-à-dire à partir du moment où on est encore en secondaire, et puis même on peut récupérer encore une partie des mauvais choix d'orientation une fois qu'on a entamé des études supérieures en haute école ou dans un niveau licence pro ou universitaire. Donc on évite pas mal de catastrophes après, partant du principe que si on est bien orienté, eh bien la voie du succès se trouve au bout du chemin. Dernière chose à propos de l'orientation scolaire et professionnelle, il y a une erreur que l'on fait souvent, c'est-à-dire qu'on se lance dans des études sans réfléchir aux conséquences concrètes du métier. J'ai encore vu ce matin dans un entretien que j'ai eu avec une personne qui avait suivi des études comme ça, sans trop savoir ce qu'il attendait à la fin, des études pour devenir professeur des écoles, et elle s'est rendue compte que maintenant ça fait 6 ans qu'elle est professeure des écoles, et ça fait 6 ans qu'elle va à l'école, la boule au ventre et en s'ennuyant royalement. Et ceci, ce n'est pas la première personne que je rencontre dans ce cas-là. Je l'ai régulièrement dans mes bilans de compétences et également lorsque je fais des recrutements. Donc, il faut être extrêmement prudent. Alors, le titre original de la réunion, enfin de ce que je voulais entretenir avec vous cet après-midi, on l'a un petit peu changé, mais c'est pas trop grave, puisque là, on part ici sortir du lot, hein, c'est vrai, mais sortir du lot, mais avec une autre approche. Là, je vais vous expliquer l'approche que j'applique moi dans mon travail, dans mon quotidien. Alors, plutôt que lorsqu'on fait un bilan de compétences, bien souvent, classiquement, on va s'attarder à vous proposer un exercice, d'ailleurs, que je vais vous demander de faire maintenant, sur une feuille, si vous en avez une devant vous, c'est de faire 2 colonnes, avec une colonne dans laquelle on va mettre nos points forts et nos points faibles, nos qualités et nos défauts, c'est selon. Alors, je vous laisse un petit peu quelques secondes pour, si vous avez, ou bien vous mémorisez, si vous avez une bonne mémoire, ou bien vous notez sur un bout de papier, notez dans la colonne de mes points forts, 3 points, et dans la colonne de mes points faibles ou de mes défauts, 3 points également. Alors, je vous laisse quelques temps pour pouvoir inscrire ça sur un bout de papier. Alors, je suppose que tout le monde a eu le temps de mémoriser ou d'écrire ces 3 points forts, 3 points faibles. Alors maintenant, je vais vous demander quelques secondes de réflexion pour vous dire, mais pourquoi est-ce que vous avez mis dans la colonne des points faibles et des points forts les différents mots que vous avez inscrits? Pourquoi est-ce que vous n'auriez pas pu échanger les termes de colonne?
Et finalement, ces 2 colonnes, eh bien, vous allez les effacer de votre mémoire et déchirer le papier sur laquelle vous allez noter vos points forts et vos points faibles, ou vos forces ou faiblesses. Appelez ça comme vous voulez. Parce que je ne travaille pas comme ça. Dans le recrutement, il y avait une question que je ne pose jamais à mes candidats, et c'est une question qu'on ne devrait plus jamais poser à ces candidats, c'est de savoir quels sont vos points forts et vos points faibles. Cette question n'amène rien, elle n'est pas intéressante, et elle a le désagréable objectif de classer les gens. Il est bon, pas bon, il est ceci, il n'est pas ça. Donc on met des étiquettes sur les gens, c'est pas du tout instructif, c'est pas du tout intéressant pour les personnes. Mon approche est plutôt de faire l'inventaire de vos ressources. Ce n'est pas en se mettant en s'accablant d'avantages, ou plutôt en s'accablant de défauts, ou en se donnant des avantages, que l'on va pouvoir s'orienter dans la vie professionnelle. Ce qui est beaucoup plus intéressant et plus pertinent, c'est de dire, mais finalement, avec mes ressources, et nous avons tous des ressources, je ne connais personne qui a des ressources, vous en avez. Et ce sont sur ces ressources-là que vous devez vous reconstruire, que vous devez vous orienter. Alors, l'important, en faisant cet inventaire des ressources, c'est de faire le lien finalement entre mes ressources, où est-ce qu'elles vont pouvoir être valorisées dans un métier, dans une activité professionnelle. C'est votre trésor. Votre trésor est valorisable, il est noble, vos ressources sont nobles, elles sont valorisables dans un métier, dans des secteurs d'activité. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et dans le travail de recrutement, à travers les questions que l'on pose, c'est, en tout cas, c'est ma démarche, bien entendu, c'est de finalement faire l'inventaire de ces ressources et, dans le cas de recrutement toujours, de voir si les ressources que le candidat que j'ai devant moi, si ces ressources sont compatibles, si un matching, pour parler un peu anglais, sont compatibles avec le poste qui est à pourvoir. Alors là, j'ai un objectif en termes de recherche de ressources. Par contre, quand on est dans un bilan de compétences, la difficulté, quelque part, c'est de pouvoir se projeter dans un métier, dans une profession. Alors c'est pour ça qu'en se faisant aider dans un bilan de compétences qui utilise ces techniques, c'est beaucoup plus simple, ou en tout cas on arrive à des résultats assez rapidement. Donc l'inventaire des ressources et des compétences, l'inventaire de ces ressources va permettre d'arriver vers un bilan de compétences. Alors l'inventaire des ressources ne consiste pas à sortir un listing dans lequel on va mettre, voilà, point 1, vous êtes ceci, point 2, vous êtes cela, point 3, vous êtes encore ceci, et 4, vous êtes encore cela, et ainsi de suite. Ça, ce n'est pas l'objectif, c'est pas comme ça que se présente après la présentation des ressources. La présentation des ressources vont être formulées à travers le spectre des métiers que vous allez pouvoir faire, c'est-à-dire faire le matching, la relation entre vos ressources disponibles et de se dire, tiens, cette personne, voici les ressources qu'elle a, et ces ressources sont valorisables, seront valorisées dans tel ou tel métier. Et voyant les métiers dans lesquels vous pourriez travailler, vous allez pouvoir vous orienter, c'est là que le déclic se fait. C'est-à-dire, ah bon, tiens, j'ai donc, moi, je ne le savais pas, j'apprends aujourd'hui que j'ai donc des ressources qui vont m'être utiles pour pouvoir faire tel ou tel métier, telle ou telle profession. Ça, c'est la première démarche. Ensuite, lorsqu'on est en activité professionnelle, lorsque l'on travaille, c'est un peu compliqué finalement de faire de la lumière sur soi, parce qu'on peut être biaisé par toute une série d'informations. Juste avant le workshop maintenant, j'avais encore une autre personne en rendez-vous ici, dans le cadre de ce salon virtuel. Cette personne avait un profil un peu idéaliste, elle voulait bien faire les choses, elle a été engagée comme responsable dans une boutique de vente. Bon, voilà, donc elle était rentrée là, et elle voulait que ses équipes, elle voulait que l'équipe qui était sous sa responsabilité travaille d'une certaine manière, puisse d'une certaine manière qualitative, et puis elle s'est mise en tête, elle s'est mise en marche, elle a essayé de former le personnel pour que ces personnes apprennent certaines choses et une certaine approche par rapport à la clientèle, etc. etc. Sauf que le personnel qui était sous sa responsabilité n'entendait pas de cette oreille. Comme elle me disait, ces personnes, la seule chose qui les intéressait, c'était de venir à la boutique, faire leur 8 heures et rentrer à la maison. Donc, pas d'implication du côté de ces personnes-là.
Alors, donc, l'aventure, c'est pas très bien terminé parce que finalement, on n'a pas eu le matching finalement entre ses idéaux et le contexte dans lequel elle travaillait. J'ai, dans un autre contexte aussi, ici à Luxembourg, je suis assez connu pour faire du recrutement dans les crèches privées. Et là aussi, on va, dans le tissu des crèches luxembourgeoises, on va avoir 3 types de crèches. On va avoir le réseau des crèches de l'État, qui ont leur modèle, leur système de recrutement et de formation du personnel aussi, qui est de formation assez concrète. Comment est-ce qu'on lange bébé, comment est-ce qu'on couche bébé sur le ventre, sur le dos, en dessous et bébé par derrière. Mais ça, ce sont des formations qui sont assez techniques finalement. Et vous avez un réseau de crèches privées dans lesquelles on va avoir 2 divisions. Des crèches dans lesquelles il y a des investisseurs, souvent des Français et des Belges d'ailleurs, qui investissent ici et qui ont leur objectif, c'est surtout du parquage de bébés. On reçoit des enfants durant la journée, on les occupe et puis on les restitue le soir aux parents. Ils n'envisagent pas de projet pédagogique avec ces enfants-là. Et puis, il y a d'autres crèches privées où vous avez des directrices qui sont beaucoup plus perfectionnistes, beaucoup plus attentives au développement cognitif des enfants et qui proposent des formations à leur personnel pour que, justement, il y ait une qualité de vie, une qualité de séjour dans ces différentes crèches. Et donc, j'étais intervenu dans un dossier dans lequel, la pauvre directrice, elle s'arrachait les cheveux parce que, elle avait beau vouloir qu'on fasse du Montessori, du Picler et toutes ces choses-là dans sa crèche et de la bienveillance, et elle n'arrivait pas, elle ne parvenait pas, malgré les formations qu'elle avait proposées à ses différents membres du personnel. La raison était simple, c'est que le personnel, dans le tissu du personnel, ils n'étaient pas intéressés. Ils voulaient venir travailler, faire leur 8 heures et rentrer à la maison. On a fait un travail de recrutement de personnel, donc on a dû se séparer d'une partie du personnel qui n'était absolument pas intéressé par poursuivre des formations. On les a remplacés par des gens motivés qui, eux, étaient tout à fait d'accord et prêts à suivre des formations. On les a formés et donc ce sont des crèches maintenant. On a fait expérience dans plusieurs crèches et succursales. C'est une expérience qui a fonctionné. On a du personnel qui est ouvert aux formations et donc des crèches performantes. Voilà. Alors, cet exemple, c'était pour illustrer justement que si les personnes pour ressources humaines et si ces personnes-ci dont on a dû se séparer n'étaient pas motivées, mais n'avaient pas non plus nécessairement les ressources pour pouvoir suivre et pouvoir appliquer les itératales de la direction. Donc, un problème de recrutement ici et d'adéquation entre des ressources capables de suivre un programme de formation et de l'appliquer par la suite. Donc, il faut aussi bien comprendre que ce que je remarque aussi dans les recrutements, c'est qu'on peut avoir un diplôme, parfois intellectuellement on peut acquérir des compétences, mais ce n'est pas encore pour autant que l'on est capable de faire cette pratique professionnelle. Je m'en réfère à un jeune homme qu'un de mes clients avait engagé, un comptable, et ce garçon avait réussi à faire ses études, donc il était diplômé, on l'engage, et puis, assez curieusement, on remarque que ce garçon, depuis qu'il est engagé, commence à mettre des smileys dans les rapports financiers. Vous imaginez un petit peu le monde de la finance et de la comptabilité, avec des tableaux qui prennent de la couleur, avec des smileys, des likes et des unlikes. Il mettait ça parce qu'il trouvait que c'était plus sympa. Voilà, c'était sa raison. Il trouvait que c'était plus sympa de mettre de la couleur. Son chef lui avait dit arrête parce que ça déplaît au CIO. Et à un moment donné, il s'est fait appeler à la direction générale. Pourquoi vous faites ça? Ah, c'est plus sympa. Bref, ça ne plaisait absolument pas dans ce monde un peu austère des finances. On m'appelle et je rencontre le garçon et je lui pose la même question. Mais pourquoi vous faites ça? Vous savez bien que dans le monde des finances, c'est un monde plutôt costume gris, cravate et qu'on n'aime pas trop ces genres de petits smileys et autres fantaisies. Ah, mais c'est parce que ça manque de couleurs, il se justifie. Alors moi, je lui pose la question de savoir, mais est-ce que vous n'auriez pas voulu faire des études artistiques ou vous avez des activités artistiques? Et il m'explique que oui, justement, il aurait voulu faire de l'infographie, mais on lui avait déconseillé de faire ça à l'époque parce que ça rapportait pas, c'était bouché, patati, patata, toutes les bonnes excuses ou les bonnes raisons pour ne pas qu'un jeune aille dans des métiers qu'on ne maîtrise pas trop, qu'on ne connaît pas. Hein, ça, c'était un petit peu le problème. Et finalement, ce garçon aurait dû faire un métier beaucoup plus artistique, au minimum d'infographie, pour pouvoir justement utiliser sa créativité, la mise en page et toutes ces belles choses-là qu'il aimait tant faire, mais qu'il avait
en quelque sorte transposer, en transgressant les règles de la présentation de la comptabilité. Par chance pour lui, je connaissais l'entreprise, c'est pas moi qui avais fait le recrutement bien sûr, hein. Par chance pour lui, dans l'entreprise, il y avait un poste au marketing. Et c'est là que finalement j'ai proposé de l'intégrer, parce qu'à ce moment-là, il avait quand même le sens des chiffres, hein, il savait quand même interpréter les chiffres, sauf que sa ressource de créativité, sa recherche de l'esthétique était coupée, était amputée dans le métier de comptable. Ce n'était pas autorisé. Et elle s'est manifestée très tôt. C'est ce qui explique d'ailleurs certains burn-out. Le burn-out, ce n'est pas un surcroît de travail. Le burn-out, c'est aussi parce que vous avez des ressources importantes qui sont coupées dans votre travail. Mais tôt ou tard, chasser le naturel et aller en galop, à un moment donné, cette ressource que vous avez coupée, sur laquelle vous êtes assis, vous revient en pleine face. Il n'y a rien à faire. Et c'est à ce moment-là que souvent on commence à être démotivé et qu'on finit dans certains cas dans du burn-out, malheureusement. Et maintenant, ce jeune homme travaille en comptabilité, et là, il est heureux, il nage dans un élément parce que il travaille avec des chiffres, il fait de l'analyse de marché, des choses comme ça, et le summum pour lui, c'est qu'il peut enfin mettre ses chiffres sur des PowerPoint, et donc il peut, bien entendu, il a tout le loisir de mettre ça en forme, et c'est très apprécié parce que finalement, il a sa petite touche artistique qui permet d'exprimer ça. Je l'aurais eu peut-être à 18 ans, j'aurais peut-être probablement eu cette idée-là aussi de l'orienter vers du marketing, parce qu'il a aussi un petit sens un peu relationnel commercial, donc ça peut être intéressant, bien qu'attention que le marketing ne soit pas nécessairement de la vente. Attention, il ne faut pas confondre le marketing et l'opération de vente. Ce sont deux choses différentes, on les confond, on les fusionne, on est un petit peu dérouté un petit peu dans le sens des métiers, des professions. Donc il y a les fonctions commerciales de vente, le sales management et le marketing management, ce sont des choses totalement différentes, mais qui sont évidemment très très proches, ça je l'entends bien. Donc voilà quelques exemples sur l'importance d'être attentif à ces ressources, l'importance de pouvoir se faire aider, parce que c'est pas évident de quitter cette espèce de manière que l'on a généralement de se mettre en bon, pas bien, comme vous l'avez compris, de quitter ce logiciel pour aller vers un autre logiciel, une autre approche qui est constructive, qui est très motivante, même pour des gens qui sont qui ont vécu des expériences extrêmement désagréables dans le monde du travail parce qu'ils se sont fait virer, parce qu'ils ont eu un burn-out. On ne construit pas les gens en lui mettant sous le nez voilà où t'es bon, voilà où t'es pas bon. Ça ne sert à rien, c'est pas constructif. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vous dire aux gens, regarde, je vais te montrer un truc, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Je vais te montrer un truc que tu ne connaissais pas. Tu as des ressources. Et ces ressources, c'est là-dessus qu'on va te construire demain. Et c'est là-dessus que tu vas trouver un job, c'est là-dessus que tu vas te former et que tu vas continuer à progresser dans ta vie. C'est valable aussi bien pour le monde du travail, dans la sphère du travail, dans la sphère privée, dans la sphère de l'éducation, peu importe. C'est également intéressant pour des chefs d'entreprise de l'apprendre, vous avez des ressources. Regardez un petit peu ces ressources, comment on va l'utiliser pour la gestion de notre entreprise. Enfin bref, cette approche-ci est intéressante et trouve des champs d'application assez intéressants et assez vastes et importants. Voilà, je ne sais pas si j'étais suffisamment, si je n'ai pas été trop long, trop court, je n'ai pas gardé le temps en fait. Voilà. Effectivement. D'accord, oui, bon, je vous écoute, donc je pense qu'il y a des questions. Oui, alors c'est bien d'avoir donné des exemples, ça permet de situer un peu dans tout ça, donc c'est chouette. Du coup, effectivement, on a quelques questions. Oui. Alors, je retrouve les questions. Donc, c'est Véronique qui nous demande bonjour, votre approche par les ressources est vraiment intéressante. Quelles sont les techniques ou les outils que vous pouvez nous conseiller pour recenser efficacement ces ressources ? Bien, alors, la question revient toujours quand j'utilise ça. Bon, évidemment, je vais prêcher pour ma chapelle, c'est pas que ce soit évident, mais c'est parce que c'est l'outil que j'utilise permet de le faire, c'est ça qu'il y a. Je ne dis pas que d'autres ne peuvent pas le faire, mais c'est parce que les autres approches ne sont pas modélisées pour aller détecter les ressources. On reste souvent dans des approches où on va mettre des gens, on va les regrouper dans des systèmes où on va dire, voilà, vous avez un questionnaire et à la fin du questionnaire, on va vous trouver des caractéristiques, on va faire de la typologie ou de la caractérologie et on va vous mettre dans un groupe, vous êtes le groupe des jaunes,
Mais tous les jaunes, c'est comme ça, et tous les jaunes vont plutôt dans des métiers comme ça. Alors ça, c'est très embêtant parce que c'est de la standardisation à outrance, c'est pas intéressant, c'est pas constructif. Les gens qui passent dans ce genre d'approche-là se disent souvent, oui, ok, je suis peut-être dans le jaune, mais mon bras est dans la boîte verte, mon pied est dans la boîte violette, et ma tête est encore dans la boîte rouge. Bon, alors ça fait qu'on se sent morcelé, on se sent aussi surtout dans une espèce de carcan. Malgré soi, voilà, on m'a donné une étiquette, je suis une boîte jaune, voilà, je suis une boîte jaune. Alors la technique qui permet de se dédouaner de ces approches qui vous enferment et qui vous libèrent, la technique que j'utilise, c'est la psychomorphologie. Donc, c'est à travers les traits, pas seulement les traits, avant les traits, c'est plutôt les volumes, la forme du visage, l'endroit où sont concentrées les ressources. C'est à partir de là que l'on peut très rapidement établir les ressources des personnes. Et je m'appuie également sur des tests spécifiques qui permettent d'affiner tout cela et également tout un protocole qui permet de faire ce fameux inventaire des ressources. Dans les workshops ce matin, il n'a pas fallu quelques secondes pour pouvoir dire à telle personne de visu, voilà, je vois que vous êtes perfectionniste, ou bien vous aimez bien plutôt des choses concentrées, vous aimez plutôt être active, être sur le terrain, et vous êtes motivé par un travail dans lequel vous allez avoir du volume, de la quantité, tandis que d'autres personnes, c'est plutôt qualitatif ou relationnel. Tout ceci est inscrit dans notre visage qui est un livre ouvert. Il faut avoir les clés de lecture, bien entendu, que tout le monde n'a pas. Parfait, ça semble nickel. Vous avez eu beaucoup de réactions positives sur votre intervention, beaucoup de cœurs, beaucoup de likes en tout cas. Je pense que ça a intéressé beaucoup de personnes, mais voilà, pas vraiment de questions en tout cas sur les outils RH que vous utilisez et sur votre méthodologie pour le moment. En tout cas, je ne sais pas si vous aviez envie de rajouter des choses. Encore à travers des expériences que j'ai eues dans mon travail, parce que c'est surtout là qu'on peut illustrer un petit peu, qu'on peut mieux sentir. Un discours trop théorique n'est pas très intéressant. Donc, mais c'est intéressant de voir comment les ressources peuvent changer l'orientation des uns et des autres. Je vais partir rapidement d'un dossier que j'ai eu récemment dans le domaine de l'orientation scolaire et professionnelle, où là c'était le cas d'une jeune fille qui avait entamé des études d'infirmière, c'est ça. Donc, infirmière maintenant, comme en France, elle faisait sa formation en Belgique, parce que moi, je travaille sur ce qu'on appelle le Grand-Duché, la Grande Région. La Grande Région, c'est le Grand-Duché, bien sûr, et puis c'est la Belgique et la France. Moi, je suis à cheval sur toutes ces régions-ci. J'ai des gens en télétravail, je travaille aussi avec des gens de Québec, parce que je suis quand même un petit peu connu là-bas, donc je peux faire du télétravail comme ça. Et puis en France, l'année passée, le plus loin, c'était j'ai des clients jusque Nancy, mettons. Voilà, un axe Nantes-Nancy. Mais j'ai des gens parfois aussi d'autres régions. Bref, et donc elle avait fait sa formation en Belgique, elle était en 2e année d'infirmière, et finalement, ça l'intéressait, mais en même temps, elle ne se voyait pas faire ce travail toute sa vie. Elle a des ressources, c'est vrai, quand j'ai regardé ses bulletins, etc., j'ai bien vu qu'en biologie, c'est quand même une personne qui était capable, qui avait des capacités, mais ce qui la dégoûtait, c'était l'aspect trop médical, l'aspect de se retrouver avec des gens, de devoir soigner des gens, de devoir passer son temps et ne se voyait pas toute sa vie, devoir être occupé de donner de soins. Elle avait besoin, et ça se voyait tout de suite, beaucoup plus d'autonomie dans son travail. Elle avait un tempérament un peu quand même d'entrepreneur, de savoir ce qu'elle voulait. Alors, mais en même temps, une certaine capacité aussi à pouvoir prendre des choses en main. Il suffisait simplement, en restant toujours dans un métier paramédical, parce que je n'envisageais pas dans son dossier, dans son cas, je n'envisageais pas de la faire partie des métiers commerciaux, des métiers de type assistante sociale ou des métiers plus scientifiques. J'entends par la biologie, chimie, physique ou mathématiques, voire même l'informatique. Alors, j'ai tout simplement utilisé ses ressources, j'ai fait l'inventaire, et elle est partie dans un métier d'ergothérapie. Et là, elle a pu directement continuer ses études d'ergothérapie sur base de sa formation d'infirmière. Et maintenant, elle termine cette année, normalement en juin, mais avec Monsieur le Virus qui s'est invité sous nos latitudes, eh bien, normalement, théoriquement, cette année, elle terminait ses études d'ergothérapeute.
les ressources qui sont réallouées dans un autre métier, tout simplement. Il y a parfois des dossiers où les ressources ne sont absolument pas bien utilisées. Je suis toujours dans l'orientation scolaire professionnelle, et là, il faut complètement changer d'orientation. On abandonne la première idée et on va dans un autre métier. Ça arrive, c'est assez régulier d'ailleurs. Hein. En recrutement, par exemple, il m'arrive parfois d'avoir des candidats où je me rends compte que cette personne, sans doute que lorsqu'elle était jeune, ses parents lui ont dit, ou bien tout le monde a fait, alors j'ai suivi mes frères, mes sœurs, etc. Il y a toutes sortes de raisons familiales ou historiques qui expliquent certains choix professionnels. Hein. Et donc, je me rends bien compte que ces personnes sont mal orientées. Alors, parfois, je leur propose aussi en disant, je les fais un petit peu réfléchir sur le ressource, justement, parce que je me rends bien compte que je ne vais pas prendre ce candidat. Et je les fais réfléchir un peu sur leurs ressources. Premièrement, pour qu'eux-mêmes retirent leur candidature, parce qu'ils doivent bien se rendre compte que ça ne convient pas. Et alors aussi, pour les amener un petit peu à engager une réflexion. Ce n'est pas pour les avoir comme clients, parce qu'ils ne viennent pas après comme clients dans des bilans de compétences, mais surtout pour qu'ils puissent à un moment donné réfléchir un peu plus sérieusement quant à la suite de leur carrière professionnelle. Ça aide pas mal de personnes. Hein, bien sûr. Du coup, on a Ingrid, qui apparemment est une compatriote. Ah tiens, enchantée. Voilà. Ingrid demande combien de temps dure un accompagnement. Alors, justement. Alors, moi, je ne suis pas coach. Voilà. Alors, parce que, pour plusieurs raisons. Le coach, c'est un peu un mot galvaudé. Et puis, j'ai beaucoup de demandes, donc je n'ai pas le temps de tenir la main des gens pendant un certain temps. Et moi, ce que je veux, c'est que les gens aient une feuille de route et soient autonomes rapidement. Ça, c'est mon objectif. Alors, les choses sont rapides chez moi. Je fais d'abord le testing il faut bloquer une matinée, ou une après-midi, enfin une demi-journée, il faut passer le testing. Le testing, ça veut dire que vous allez recevoir des questionnaires et des tests qui sont spécifiques à l'approche. La matinée, la séance va se terminer avec un entretien comme on a maintenant, soit dans mes locaux, si on peut revenir, malgré le virus, avec ou sans masque, ou bien par Internet, par Skype. Et puis, je m'enferme dans ma chapelle de réflexion pendant une quinzaine de jours à 3 semaines maximum. Et puis, ça me laisse le temps de cogiter sur le dossier, d'approcher différents métiers et professions. Et alors, après, vous recevez un rapport écrit qui sera, justement, j'en ai un que je termine ici, qui ressemblera à celui-ci. Donc, il y a plusieurs pages qui sont proposées avec votre profil, les métiers, des explications sur les métiers, les études, qui seront proposées à l'issue de ce rapport-là. Mais je me mets comme consigne obligatoire, c'est que si j'oriente quelqu'un dans un nouveau métier ou une nouvelle profession, derrière, il doit y avoir obligatoirement, ou en tout cas s'il y a, la formation doit être obligatoirement une formation certifiante ou qualifiante. Donc, il ne s'agit pas d'aller 4 week-ends chez monsieur machin ou madame truc, de mettre en machin, mettre en bidule en quelques week-ends. Ça, pour moi, ce n'est pas des études sérieuses, ce n'est pas des formations sérieuses. Ça peut être intéressant pour un intérêt intellectuel d'une matière quelconque, mais ça ne vous permet pas d'opposer à un employeur de pouvoir lui dire, écoutez, moi, j'ai une formation sérieuse qui m'autorise maintenant, mais en toute légitimité, de postuler à ce job ou de me convertir dans tel métier. Hein, ça, c'est obligatoire parce que sinon, si on n'est pas attentif à ça, c'est l'annonce d'un échec. Hein, ça, c'est clair. Je connais malheureusement des personnes qui ont fait des formations un petit peu frivoles comme ça sur le côté, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut des formations sérieuses. En France, il y a des programmes en France de formation continue, hein, tout ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie. Il y a des bonnes formations. Vous avez la chance en France d'avoir beaucoup de partenaires qui peuvent vous accompagner dans les formations. Il y a les universités, il y a le CNAM, je ne vais pas tous les citer, hein, il y en a beaucoup, et puis ça dépend aussi vers quoi on va s'orienter. Est-ce qu'on va aller vers des métiers de prestation de services? Est-ce qu'on va aller vers des métiers d'artisanat, etc. Donc vous avez un large panel de formation continue et d'organismes de formation, donc le champ est assez large. Donc voilà comment je procède. Donc premièrement, testing. Deuxièmement, remise de conclusion. Vous avez votre feuille de route,
et vous êtes parti. Mais évidemment, je ne vous abandonne pas. Si jamais il y a encore des questions, s'il est nécessaire qu'on se revoie ici dans mes locaux ou bien par Skype, eh bien on se voit par Skype. Comme je dis, c'est compris dans le service. Merci beaucoup Dominique pour toutes ces informations, pour cet accompagnement en tout cas. Je vous propose de vous retrouver sur salonprofessionnel.com/online dans le pôle accompagnement à l'emploi. Oui. Voilà, et du coup, si les gens souhaitent vous contacter par ce biais, ou on peut vous retrouver peut-être sur votre site internet. Oui, le site internet, il est toujours en ligne. Alors, j'ai un gros problème. Ceux qui vont aller sur mon site internet, je vous préviens, ne soyez pas effrayés. C'est un site internet qui date d'il y a 10 ans. Alors, je suis occupé de développer le nouveau. Il est terminé. Bien alors, j'ai un gros problème avec, je crois que c'est chez mon hébergeur. Donc, je n'arrive pas à le mettre en ligne depuis maintenant un mois. Alors, mon rêve était qu'il soit là en ligne. Donc, ne regardez pas le décor. Oui, donnez-nous d'autres. Regardez le contenu. Il y a une page pour les particuliers. Et là, vous avez pas les informations et les moyens de me contacter. C'est parfait. Je vous remercie. Et vous concluez en fait ces 2 jours de workshop qu'on a mis en place sur le salonprofessionnel.com. Merci de nous avoir accompagnés. On vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien et à très vite sur le Salon du Luxembourg. Donc, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis sur ces 2 jours de workshop, ces 2 jours de salon professionnel online qui ont remporté un très vif succès. On vous remercie. Valentine va me rejoindre. Te voilà. Ah, et toi, tu ne nous vois pas. Je suis de retour chez moi. Bon, voilà, nous concluons donc ces 2 jours de workshop. Merci beaucoup Valentine d'avoir animé et co-créé ce salon professionnel online. Ah, mais c'est surtout, merci à toi aussi, et puis surtout merci à l'équipe. Et moi, je voulais vraiment remercier les visiteurs et les visiteuses nombreux qui ont été derrière leur écran pendant ces 2 jours. Ça a été une très belle audience, une belle participation, bien au-delà de nos attentes. Comme je vous le disais hier matin en introduction, il y a encore 3 semaines, ce salon n'existait pas. Il a été monté grâce à une équipe formidable et des partenaires engagés, et surtout parce que vous êtes derrière vos écrans et que ça fonctionne. Vous avez été très nombreux. Il y a eu plus de 20 000 vues de nos vidéos sur ces 2 jours. Voilà quelques chiffres pour vous partager notre fierté. Plus de 20 000 vues de nos vidéos sur ces 2 derniers jours, plus de 5 000 interactions sur notre site, ce qui est énorme pour nous. Et dans les 800 rendez-vous qui ont été proposés par nos partenaires, on approche les 700, donc vraiment un grand succès. Merci aussi à toutes celles et ceux qui nous ont envoyé des messages, que ce soit pendant les lives ou au-delà sur notre page professionnelle. On a reçu beaucoup de messages, beaucoup de mails, de remerciements, ce qui nous encourage vraiment à renouveler ce format également, même si nous continuerons à faire des salons physiques dans les villes dans lesquelles nous sommes et que nous continuerons à nous développer. Ce format finalement rencontre aussi son succès et répond à une attente. Nous voulions aussi remercier nos partenaires parce que vraiment en si peu de temps, plus de 90 partenaires ont répondu présents à notre invitation à participer à ce format qui est tout nouveau pour nous et pour eux également. Donc merci de leur réactivité, merci pour leur confiance et puis surtout merci pour ceux qui ont joué le jeu à fond, notamment sur les lives, parce que effectivement on a pu le vivre. Nous aussi, c'était une première pour nous, c'était une première pour bon nombre d'entre eux, et ça s'est extrêmement bien passé. Donc on n'en retiendra que des choses positives. Donc merci vraiment à nos partenaires. Alors pour l'information, le site professionnel salonprofessionnel.com/online, toute la partie online donc de ces 2 jours reste accessible à l'ensemble de nos visiteurs et nos visiteuses jusqu'à la fin du confinement. Donc vous pourrez retrouver les coordonnées de tous nos partenaires sur ces 2 jours en accès libre à tout moment. Donc n'hésitez pas à revenir sur ces pages. Et également à revoir en replay les nombreux workshops qui ont été filmés pendant ces 2 jours. Ils seront accessibles au plus tard lundi dans la journée, pardon. Donc tous les workshops seront accessibles sur notre chaîne YouTube via le site online. Donc vous pourrez retrouver sur les pages de nos partenaires l'ensemble de nos workshops. Voilà.
Merci Valentine, en tout cas, pour toutes ces précisions, tous ces chiffres, toute cette bonne volonté. Et comme je l'ai fait avec tous les autres partenaires, je vais te lire le fil d'actualité Facebook. Donc effectivement, beaucoup de remerciements. Voilà, il y a des personnes qui ne pouvaient pas assister à nos salons physiques parce qu'elles étaient en activité. Donc ce salon professionnel online, effectivement, c'est fait aussi pour toutes celles qui travaillent, qui du coup peuvent avoir des réponses à leurs interrogations, même si sur nos salons à nous, physiquement, on mettait déjà en place des workshops que vous pouviez retrouver en ligne. Mais là, il y a beaucoup d'interactions et c'est vrai que c'est chouette puisque du coup, nous aussi, on répond au fil Facebook au fur et à mesure de vos questions. Donc ça, même pour nous, c'est très interactif aussi et donc c'est très agréable. Merci beaucoup pour vos retours effectivement positifs, que ce soit les partenaires ou les visiteurs, visiteuses comme on a eu. On a eu pas mal de messieurs qui nous ont accompagnés ces 2 jours. Donc nous sommes ravis aussi parce que malgré tout, la reconversion professionnelle concerne beaucoup les femmes parce qu'on a une vie qui n'est pas linéaire, une vie professionnelle qui n'est pas linéaire pour plein de raisons. Mais on est aussi content d'avoir pu répondre certainement à certaines interrogations de ces messieurs et beaucoup de ces mesdames aussi. Et nous avons eu dans les workshops live des hommes et des femmes intervenants. Donc voilà, nous sommes ravis pour tout ça. Avec Valentine, on voulait également conclure en remerciant absolument une nouvelle fois notre équipe. Voilà, Morgane, Camille, Anne, Mathilde, Marie-Sophie, Sandra, Vinciane et toi, Valentine. Et Sandrine, mais j'allais le dire. Voilà, qui n'ont pas compté leurs heures sur cette dernière professionnels online qui ont voilà et puis comme on sait jamais comment se passer, il y a toujours eu quelques moments de stress en disant est-ce que je fais bien les choses et tout ça. Donc là on est toutes ravies et je pense que voilà un gros big up à notre équipe et je pense que notre équipe remercie aussi tous les participants, tous les visiteurs, toutes les visiteuses et tous les partenaires. En tout cas voilà nous tout le monde était très content du résultat aujourd'hui. Et puis, merci beaucoup à WeFilm Bordeaux TV qui nous a accueillis pendant 2 jours. Donc, gros big up aussi, voilà, parce que bon, mais c'est parfois aussi du live, du direct. Donc, et ça s'est plutôt très bien passé pendant les 2 jours. Et ça fait quelques années que WeFilm Bordeaux TV nous accompagne. Et on est ravis. Merci beaucoup, Kirill, qui est derrière la caméra. Merci à Romain et merci à Julie aussi pour toute la conception et la réalisation de cette émission en tout cas. Et puis avec Valentine, on vous souhaite en tout cas une bonne... d'abord les dates des prochains salons, peut-être. Exactement. Donc voilà, nos partenaires donc seront contactés effectivement par Camille, Marie-Sophie et Vinciane sur les prochains salons. Donc on retrouve le 16 et 17 septembre le salon professionnel de Nantes à la salle de la Manufacture, à la Chambre de commerce de Lyon, ça sera le 30 septembre et le 1er octobre avec un nouveau format, c'est-à-dire qu'on innove aussi, on commencera plus tard le salon plutôt vers 11h et là on fera on terminera en soirée le salon, donc nouveau format et nouveau format également sur Toulouse, donc le 21 novembre que Marie-Sophie organise, voilà, et ça sera un format du samedi. Donc pour toutes celles qui travaillent effectivement la semaine, elles pourront quand même venir nous voir le samedi. Donc soyez nombreuses aussi pour soutenir le salon professionnel sur ces dates-là, et on espère que vous trouverez toujours des réponses à vos questions et à vos interrogations sur une future reconversion professionnelle. Prenez soin de vous et à très bientôt. Et merci encore pour votre engagement et votre participation. Et bonne continuation à chacune et à chacun. Au revoir, à très vite.